Voilà, vous l'avez? Oui, Très bien. Eh bien, quand tu veux, Babette. alors j'y vais. Euh, c'est le neuvième enseignement de santé et il est question dans celui-ci de la structure et de l'organisation du système lymphatique et du thymus, ainsi que de l'explication de la vision magrave de ce système et du rôle du thymus dans la technologie plasma. Alors au début, on repart de la structure de la moelle osseuse qu'on a déjà vu dans les autres ateliers et qui est vraiment capitale puisque c'est le premier siège du système lymphatique et le plus important. C'est dans la moelle que ce système débute par une cellule souche qui va se diviser en deux types de cellules, les cellules souches myéloïdes et les cellules souches lymphoïdes. Et tout le système immunitaire provient des cellules souches lymphoïdes. Quand les cellules souches arrivent à maturité, elles passent dans le sang, elles partent de la moelle, donc elles passent dans le sang et elles atteignent les ganglions lymphatiques ou le thymus ou tout autre organe lymphatique par la lymphe, comme les amygdales et d'autres dans notre corps. On en a beaucoup. La première image, c'est celle qui est sur le tableau actuellement, elle montre le système lymphatique. Il ressemble à un filet. Il est associé de manière vraiment intrinsèque au système circulatoire et au système nerveux, et les trois atteignent chaque cellule du corps. L'image suivante va nous montrer le système lymphatique avec les amygdales. Donc, on les voit, le thymus, les ganglions pulmonaires, et dans l'abdomen, la rate, la cisterne de Pecquet, tous les ganglions lymphatiques intestinaux, plus des ganglions lymphatiques placés près de toutes les entrées du corps. Et ils sont près de toutes les entrées du corps parce que leur fonction est de reconnaître toutes les substances étrangères qui entrent dans notre corps par l'alimentation, la boisson, l'air que nous respirons, une blessure ou tout autre. Et donc, ils informent notre corps de ce qui est bon ou mauvais pour lui. Et cette information va à la moelle osseuse qui, en réponse, va produire des cellules souches qui, une fois maturées ou mûres, en tout cas, vont aller jusqu'au thymus où elles se différencieront. Ensuite, ces cellules iront dans les ganglions lymphatiques, qui sont donc les gardiens des portes d'entrée, et agiront contre les virus, bactéries, champignons et autres. Dans l'image suivante, voilà, on voit à gauche le réseau lymphatique. Il ressemble vraiment à un filet. On voit un ensemble de tubes et entre les tubes, des nœuds ou ganglions lymphatiques. C'est comme un réseau d'autoroutes avec de temps en temps des stations essence, dit M. Kesch. Le flux coule dans les vaisseaux et ainsi reçoit l'information de chaque nœud, puis le transmet au nœud suivant. Donc il y a une transmission qui se fait de point en point et qui suit comme ça le corps pour aller vraiment à l'endroit qui a besoin. Donc, à droite, on voit que les ganglions ont une forme extérieure et une organisation interne aussi très similaire à celle du rein. Dans ces ganglions arrivent les vaisseaux afférents qui apportent la lymphe et les vaisseaux efférents qui la reprennent. Dans ces vaisseaux, il y a des valves qui agissent comme des pompes et qui permettent ainsi la progression du flux lymphatique. La contraction musculaire, évidemment, y participe aussi. Les échanges de matériaux entre le système artériel, veineux et lymphatique dans le ganglion se font par osmose. Et suivant les différents gradients de pression, il y aura entrée ou sortie de particules ou de minéraux comme sodium, potassium. En ce qui concerne la technologie plasma dans notre corps, il est important de se souvenir de ce que nous avions vu dans un des ateliers précédents, c'est-à-dire la formation en étoile avec les quatre réacteurs. Celui de la cavité crânienne en haut, avec le cerveau, et à la base, les deux poumons et le cœur qui reposent sur le diaphragme. Le point médian, le plus important, étant le thymus, en partie médiastinale haute. On a vu qu'il est un convertisseur d'énergie magrave. Dans l'image encore après, avec les poumons, le cerveau, etc., il est important de comparer les formes du cerveau, poumon, cœur et thymus. Thymus, poumon, cerveau ont deux parties tous. Voilà, sur cette image-là, droite et gauche. Monsieur Kesch expliquera après que c'est très important parce qu'elles sont reliées les unes les autres et par exemple, thymus et cerveau droit, thymus gauche, etc. Il y a des liens importants. De même, quand on fait des coupes, on voit que leurs structures internes sont aussi très proches les unes des autres. Maintenant, on va voir la structure interne du thymus. Elle est équivalente à celle des ganglions lymphatiques car leur principale fonction est d'organiser les défenses immunitaires.
Donc là, on va voir effectivement dans le thymus, oui, chaque lobe du thymus est fait d'une capsule externe et d'un cortex en interne. C'est dans le thymus que les cellules souches qui viennent de la moelle osseuse se différencient en lymphocytes T et B. Les B sont stockés dans la partie externe du thymus et les T dans le cortex interne. C'est la même organisation dans les ganglions lymphatiques. Quand les lymphocytes ou thymocytes partent du thymus, ils vont vers la rate, les ganglions, et quand ils atteignent les ganglions, ceux-ci ont déjà l'information à propos de la substance plus ou moins nocive qui est entrée dans le corps, virus ou quoi que ce soit. On va trouver différentes sortes de lymphocytes, les T-memory, qui vont garder en mémoire la structure des substances étrangères entrées dans le corps toute la vie. Ils ont une mémoire vraiment indélébile et durable. Et donc, ils pourront reconnaître très vite ce qui entre et activer le système immunitaire, informer à ce moment-là les lymphocytes T informateurs d'une intrusion et envoyer les lymphocytes T killers là où ils sont nécessaires. Les lymphocytes T et B sont les gardiens et soldats de notre système de défense. Concernant je ne sais plus ce que j'ai mis. On dit que le thymus, de par son interaction avec la vitamine B12 qui contient du cobalt, est capable d'assurer la maturation des cellules lymphocytaires dans ces différents stades de développement ou de différenciation. On doit cependant savoir qu'il existe d'autres systèmes de défense immunitaire dans notre organisme qui ne sont pas lymphatiques et que nous verrons plus tard. Ensuite, un participant fait une remarque sur la cohérence cardiaque, qui est une technique qui permet d'obtenir un rythme cardiaque harmonieux par une respiration rythmée appropriée. Les effets obtenus par une pratique régulière permettent une diminution du stress et renforcent notre système immunitaire. Et le docteur Elia, qui donc parlait depuis les débuts et expliquait l'anatomie et la fonction du thymus, répond qu'effectivement, il y a un lien entre le son dû au battement cardiaque et le fonctionnement du thymus. S'il y a une bonne cohérence cardiaque, l'élaboration des cellules lymphocytaires par le thymus sera meilleure. Elle rappelle aussi que le cœur est connecté au champ magrave du cerveau et que le développement de l'embryon dépend des battements cardiaques de la maman. Elle rappelle ensuite que l'énergie du son, en se densifiant, va nous permettre de voir cette énergie comme une couleur et que si on la condense encore plus, ce champ d'énergie, si on le condense encore plus, on arrive à de la matière. Et donc on peut penser que la cohérence cardiaque permet une condensation du plasma dans le thymus. Là, elle a terminé et on passe donc à la partie de M. Kesh, qui dit que c'est la dernière fois que nous travaillons sur le lien entre la partie physique et émotionnelle dans les ateliers santé. Et qu'on doit retenir que ce qui est important dans la partie émotionnelle pour notre existence et pour son contrôle est relié au thymus et donc à la formation en étoile vue plus haut. Donc cœur, poumon, thymus, cerveau. Chacun étant formé de deux parties, droite et gauche. La structure du système lymphatique et du thymus sont des copies exactes l'une de l'autre. Et on s'aperçoit qu'on a deux organes qui font la même chose, c'est-à-dire amener le système immunitaire et le système de nourriture interne au niveau de ce dont le corps a besoin, ainsi que de la partie émotionnelle qui, elle, va contrôler la partie physique. Dans l'avenir, et avec l'évolution de l'homme, le thymus disparaîtra et sera complètement assuré par la moelle osseuse. Il dit qu'il n'y a pas besoin de deux stations pour faire le même travail, mais il dit aussi que ça va prendre beaucoup de temps dans l'évolution de l'homme et que c'est vraiment pas pour demain. Actuellement, c'est dans le thymus et les ganglions lymphatiques que les cellules venant de la moelle osseuse maturent et se renforcent pour être capables de diluer ou d'ouvrir le plasma ou pour rendre une partie de la structure du corps humain plus douce ou plus dure. Le renforcement ou maturation des lymphocytes T se fait à travers le cobalt et la vitamine B12 par absorption du champ magrave du cobalt, tandis que les lymphocytes B qui sont stockés aussi sous l'influence de ce champ changent légèrement leur orientation. Il dit comme le carbone qui, en changeant son orientation, se change en graphite ou diamant. Le changement d'orientation est vraiment capital pour les lymphocytes B et pour tout notre corps, parce qu'il est nécessaire au système nerveux. Suivant l'orientation reçue, le système nerveux et les nerfs deviendront conducteurs ou résistants. Et c'est ainsi qu'il parle donc des maladies comme la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyotrophique, qui, pour la médecine officielle, sont dues à un problème de myéline.
La myéline protège normalement et autour du nerf, elle protège. Et là, elle disparaît et donc le nerf n'est plus conducteur. Mais pour M. Kesch, il s'agit d'un changement d'orientation du carbone dans la structure des acides aminés des cellules B qui de conductrices passent à résistantes. En tout cas, le changement dans l'orientation des cellules B provoque un changement d'énergie dans le système nerveux, ce qui permet de donner des ordres au corps, comme d'être capable de dormir, ou encore, ça permet aussi de restaurer un nerf qui a été coupé. Donc, ce changement d'orientation est vraiment très, très important. Les lymphocytes T, eux, donc la deuxième sorte de lymphocytes, sont responsables du système nerveux qui lui-même est nourri par les globules rouges et totalement contrôlé par le thymus. Le thymus côté gauche est contrôlé par le cerveau droit et inversement. Le travail du thymus est de décider de la quantité d'énergie qu'il va allouer au système immunitaire. Du thymus, l'information ira au cerveau qui décidera du moment où changer les cellules, par exemple d'un ongle ou d'une partie du tissu cardiaque ou de quelques parties du corps. Tout ça est décidé par les lymphocytes T et dépend de la quantité d'énergie que les lymphocytes T reçoivent pendant leur passage dans le thalamus. La densité, la solidité de la structure du corps humain dépend du thymus en lien avec le champ magrafe de la vitamine B12, mais je crois que ça, Jacques en parlera plus longuement. L'information qui est donnée au système nerveux par les lymphocytes T va lui permettre de décider, par exemple, de quelle partie du corps, quelle est la partie du corps qui a besoin de zinc et sous quel état. Est-ce qu'il devra être solide, liquide, gazeux, dur, doux ou même en gelée? Et si la correspondance ne se fait pas entre la demande de l'organe ou de la cellule et ce qui est reçu, il y aura développement d'une infection, par exemple. Et le thymus, à ce moment-là, devra augmenter l'énergie qu'il envoie pour corriger l'infection là où elle se trouve. Il revient là sur les cas de sclérose en plaques et sclérose latérale amyotrophique. Il dit que le problème de myéline est dû à une mauvaise information qui a été donnée dans les lymphocytes B qui n'ont pas reçu assez d'énergie. Et donc, le système nerveux a arrêté d'être conducteur, il est devenu résistant. Suivant le taux d'énergie qu'a la cellule quand elle arrive dans le système nerveux, elle devient conductrice ou résistante. Donc, si on peut produire des systèmes qui peuvent augmenter ou diminuer la quantité d'énergie de certaines cellules en jouant sur la structure des acides aminés des lymphocytes B dans le thymus, aucun homme n'aura à souffrir de ces maladies de conduction. Il dit que la Fondation Kesch est tout à fait au point pour faire ces corrections au niveau physiologique pour la myéline en jouant sur les lymphocytes B. Pour eux, c'est tout à fait connu. Mais que leur plus grand problème, ce n'est pas en lien avec les lymphocytes B, mais avec l'intention profonde de l'homme malade, de l'homme concerné. Par son intention d'être malade, il envoie au thymus une information erronée dans le système de conduction-résistance, car il ne veut pas recevoir en fait. Ces deux maladies, entre autres, sont des maladies psychosomatiques. Les personnes malades veulent finir leur vie, mais lentement et en recevant l'attention des autres, souvent celles qu'ils n'ont pas eues dans leur enfance. Et ils vont recevoir d'autant plus d'attention qu'ils finissent souvent en fauteuil roulant et atteints de paralysie. Les maladies psychosomatiques sont contrôlées par le thalamus émotionnellement, et alors la physicalité transmise par les lymphocytes B est contrôlée par la personne malade. Donc c'est elle qui vraiment garde le dernier pouvoir. Il dit qu'il est rare que ces maladies surviennent de matière naturelle. Donc voilà, après il résumait vite que les lymphocytes T sont les pilotes de la partie physique, tandis que les lymphocytes B concernent la partie émotionnelle et le système nerveux. Et il dit que les ganglions sont les banques de la vitamine B12. Voilà, là, après c'est Jean-Jacques qui prend la suite. Si quelqu'un a une question, je peux essayer de répondre. Bien, s'il n'y a pas de questions, je vais donc prendre la suite. Donc, je vais reparler de la vitamine B12. Donc, le thymus est donc bien une usine à fabriquer de l'énergie par l'intermédiaire de la B12 et du cobalt sous sa forme plasma. C'est-à-dire que le cobalt n'intervient pas en tant que tel, mais
en tant que plasma. Et donc, son action est complètement différente. Ce qui change effectivement l'orientation des cellules B ou des cellules lymphoïdes T. Et à ce moment-là, sa force décroît. Le flux du système nerveux des cellules B et T est tellement rapide dans l'absorption demandée par le corps qu'il se recharge instantanément. À ce moment-là, le processus de recharge avec l'excédent de cobalt est transféré pour être rejeté par le péristaltisme intestinal, mais sans qu'il passe la barrière. Donc, c'est bien le champ magrave du cobalt qui passe la barrière et non pas le cobalt en tant que tel. Donc, il est rejeté par la défécation. Et l'intestin est donc comme une machine à rayon X, il filtre et il laisse passer l'énergie magrave du cobalt, puis il le rejette. Le cobalt n'est pas assez fort pour recharger les cellules B et orienter les cellules T. Donc, il passe comme une énergie plasma et en même temps, il est rejeté dans les selles. C'est ce que les végétariens doivent comprendre dans le fait de l'insuffisance en vitamine B12. Puisque la vitamine B12, on la trouve essentiellement dans le foie animal, par exemple, dans le monde animal. Donc, les végétariens ou les véganes sont sujets à une insuffisance de vitamine B12, surtout due à la période à laquelle ils sont devenus véganes. Donc, cette insuffisance B12 chez les végétariens semble provenir de la déperdition du cobalt dans les excréments qui n'apparaissent plus dans la fertilisation des sols, contrairement aux pays africains. Donc, effectivement, on est dans un monde qui est tellement hygiénique que l'alimentation, même végétale, ne porte plus de cobalt, puisque le cobalt, on va le retrouver dans les excréments animaux essentiellement. Et donc, on le revient par le cycle, le cycle écologique. Le monde végétal passe par le monde animal, et le monde animal sert à être consommé jusqu'à présent. Donc, la récupération du cobalt, non pas sous sa forme de radiation, mais sous forme magrave, par des microportails à travers la paroi intestinale, est tellement rapide qu'il peut se retrouver dans les selles sans avoir de manque. Donc, j'espère que vous comprenez bien cette partie. C'est-à-dire que le cobalt passe dans l'intestin, il est transmis immédiatement à travers la paroi et ensuite il est rejeté dans sa forme matière. Donc, il ne faut jamais faire l'ablation des ganglions dans le cancer, mais augmenter la capacité du thymus et celle de la B12. C'est donc le thymus qui est responsable et non pas les ganglions. Les ganglions, jusqu'à présent, on a toujours appris que c'était un système de rejet, de d'épuration, alors qu'en fait, c'est le contraire. Le système lymphatique est un système d'alimentation en énergie pour transférer cette énergie vers le système osseux et bien sûr vers les organes. Donc, car si vous faites une ablation des ganglions, il va donc manquer une information dans le cerveau correspondant, et donc l'autre partie du cerveau va faire comme s'il devait continuer à nourrir les cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'il considère les cellules cancéreuses comme des cellules normales, donc on va avoir des métastases. La solution est donc d'augmenter l'effet du cobalt dans le thymus, tandis que si vous augmentez le système immunitaire à coup de vitamines, vous ne rendez pas service, ou plutôt vous rendez service à la solidification du cancer. Car à ce moment-là, les os ont l'information et ils prennent le relais. C'est le cobalt, donc dans sa forme plasma, qui permet au plasma calcium de se solidifier. L'orientation du cancer chez l'homme et la femme est liée au côté gauche du corps pour le mari ou l'amant et pour le côté droit pour les parents ou la mère. Il existe dans l'atmosphère des acides aminés qui ne sont pas connectés. Alors ça, je pense que c'était suite à une question. Kesh dit qu'il existe dans l'atmosphère des acides aminés qui ne sont pas connectés à la Terre directement et qui restent sous une forme de système nerveux non matériel, comment on pourrait appeler ça, des formes de plasma, d'entités. Gigi, on t'entend plus trop, le son a baissé. Ah, et là, vous m'entendez? Oui, merci. D'ailleurs, ok. D'ailleurs, c'est le thymus et la lymphe qui font que la matière est tangible, sinon nous serions des êtres transparents. Donc, je reprends parce que vous n'avez pas dû m'entendre. Donc, il parle de formes d'acides aminés qui ne sont pas directement connectés à la Terre, mais qui restent en suspension dans notre atmosphère sous forme de système nerveux non matériel, plus ou moins transparent. Et donc, il dit que c'est le thymus et la lymphe qui permettent à notre corps d'être tangible en tant que matière. Sinon, nous serions transparents. Ensuite, on a un intervenant qui pose une question sur
la possibilité d'avoir un jardin dans les vaisseaux spatiaux et Kesh répond que l'homme n'est pas venu des aliens, mais de la composition des matériaux de l'atmosphère et qu'il s'est condensé en matière. Puisque dans l'atmosphère, on a un ralentissement de l'énergie du plasma et ce ralentissement permet la condensation en matière. Mais si les acides aminés ne sont pas connectés avec les matériaux terrestres, ils restent malgré tout sous forme plasma et ils ont une intelligence, émotion et vie. Et d'ailleurs, il y a plein d'animaux dans l'atmosphère ou à l'intérieur de la Terre qui ont été photographiés d'ailleurs avec la bonne lentille d'un labo spatial. Ils sont sous forme de neurosystèmes et ils restent sous forme de plasma, mais brillent d'intelligence. Nous commençons à voir de tels êtres à des températures incroyables au fond des mers ou dans les volcans. Je pense qu'il fait allusion à certaines vidéos de la NASA où on voit à travers les hublots des vaisseaux spatiaux des tas de petits machins qui se baladent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces vidéos. Une autre question concernant l'évolution peut-elle être accélérée? Oui, mais dans un monde de paix, et de toute façon cela a déjà commencé. La Terre se rapproche du Soleil et donc notre système osseux est déjà soumis à des radiations plus fortes qui font que le cobalt n'est plus nécessaire. La structure nano des os va donc le permettre. Donc ce que disait tout à l'heure Babette, que le thymus en lui-même, en relation avec les 4 chambres cardiaques, fait que cette 4e chambre cardiaque, concernant le système lymphatique, y compris le thymus, ne sera plus nécessaire. Donc on aura peut-être dans l'avenir, assez lointain malgré tout, on aura peut-être que 3 chambres cardiaques. Une autre question, est-ce à dire que plus on se rapproche du Soleil, plus on doit, alors là il y a une interruption, M. Kesh a interrompu la personne, et il dit que nous devons nous éloigner le plus possible avant le crash, de façon à ne pas être perturbés. Celui-ci d'ailleurs est inévitable. Mais comme le neutron se divise en protons et que le proton se reforme en neutrons, de façon à donner une vie meilleure et plus intelligente et perfectionnée. En fait, il n'y a pas de destruction, mais passage instantané d'un état à un autre, comme la fin d'un cycle d'adaptation. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit concernant le neutron. Le neutron se divise en protons et électrons, et c'est quelque chose qui se fait instantanément, sans destruction, mais sous une autre forme d'adaptation. Et l'ancienne forme est inclue dans la forme suivante. Certaines personnes ressentent les sensations concernant cette approche et ce crash. Non pas les leurs, mais celles des autres, et celles de cette seconde étoile qui arrive. Certains animaux en sont conscients et changent leur mode de comportement, comme le font les ours qui s'enterrent quand ils sentent l'hiver approcher. Si votre comportement est correct, vous pouvez d'ailleurs le ressentir. C'est comme attendre à un guichet et chercher une solution durant cette approche. À ce moment-là, qui est-ce qui sera sauvé? Quand un bateau coule, qui sauvez-vous en premier? Les joueurs de casino resteront là, de même que les animaux qui passent leur temps à se battre. Une autre question, est-il utile d'avoir une supplémentation en vitamines? 3 fois non. Non, non, non et non. Le cancer a été opéré, mais sa condition est toujours là, puisque la partie émotionnelle a toujours décidé de ne pas guérir. Et à ce moment-là, le corps continue par ses champs égaux à celui du cancer à le nourrir. Donc vous avez fait une ablation du cancer sur un sein, par exemple, mais l'émotion a toujours décidé éventuellement de ne pas guérir, et donc la partie du cerveau concernée par le sein, l'autre partie du cerveau, pardon, qui concerne le sein opposé, va continuer à penser que la partie qui a été enlevée est toujours saine, donc il va continuer à nourrir la partie malade. Donc si vous continuez à le nourrir, il va donc s'accroître. La B12 n'est donc pas la solution du cancer. La B12 va nourrir les cellules T et le cancer va donc flamber. Intéressez-vous aux conditions de création du cancer, la colère, le stress, etc. et changez cette condition. Le cancer du sein avec le calcium qui normalement était destiné à la nutrition de l'enfant. Donc je pense qu'on avait déjà évoqué ce problème de cancer du sein par rapport au fait de la relation d'avoir un enfant ou pas, et de substituer du calcium à la place de nourrir un futur enfant. Certains hommes aussi font également un cancer de la poitrine qui en fait est un cancer des poumons, mais on ne le voit pas, et on ne le voit que dans certaines races ou certaines ethnies, dans certains pays,
là où il y a eu injustice entre la mère et le fils, ceci pour des raisons culturelles. En fait, on prend ça pour un cancer du sein, alors qu'en fait, c'est un cancer pulmonaire. Pardon. Puisque comment dire, le sein chez l'homme est moins épais que chez la femme, et donc on prend ça pour un cancer du sein. Voilà, j'ai terminé en ce qui concerne la dernière partie concernant le thymus. Voilà, donc pour les gens qui ont des régimes végétariens stricts, se pose le problème de la nutrition, puisque la plupart des nutriments végétaux dans le monde occidental sont en insuffisance de B12, de cobalt. Avez-vous des questions concernant cette partie? Donc là, il fait allusion à des formes de vie dans l'atmosphère. Je suis en train de chercher j'ai le nom sur le bout de la langue. Pourrait-il s'agir d'orbes? J'ai pas compris, excuse-moi. Excuse-moi. Pourrait-il s'agir d'orbes? Je suis désolé, il y a un écho dans la voix. Elle a dit orbe. Des hordes? Orbe, O-R-B-E-S. Oui, on peut l'appeler ça comme des orbes, mais en fait, j'allais dire des gnomes, c'est pas ça, c'est pas des feux follets non plus, je cherche le terme. En termes vulgaires, on appelle ça des plasmas aussi. On les appelle des plasmas depuis très longtemps, des formes plasmoïdes. Oui. Moi, je parle d'orbes parce que j'ai un appareil photo qui prend parfois qui fait ressortir les orbes. Et à l'intérieur de ces orbes, on peut voir des visages. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Oui, alors on peut voir des visages, c'est ce qu'on appelle des anamorphoses. Mais en fait, ces fameuses entités, on pourrait les comparer à des formes de méduses dans l'espace, tu vois, des formes plus ou moins transparentes. On peut leur donner effectivement une forme, mais certainement que les formes ne sont pas forcément connues. C'est comme découvrir des animaux dans les grandes profondeurs. On va découvrir des animaux avec des formes complètement bizarres qu'on n'a jamais vues. Oui. À la limite, moi, je me suis toujours dit que si j'inventais la création d'un animal en dessin, dans un imaginaire, je suis sûr qu'on la découvrira un jour. D'ailleurs, il existe, je crois, c'est à la NASA, dans la recherche spatiale, des gens qui sont chargés d'imaginer à quoi pourraient ressembler des vies extraterrestres. Et là, tout est permis. Merci. De rien. Donc, qu'on les appelle des orbes ou des méduses ou des plasmas, bon, toujours est-il qu'elles existent sous forme plus ou moins transparente. Si on avait les bons yeux pour les voir, on les verrait. Alors, on en voit certaines sous forme de lumière éphémère. Voilà. D'autres questions? Donc, pour résumer, l'énergie va des os, fabrication des globules, passage dans le thymus, détermination, synthèse, les fractionnements en cellule B, cellule T, passage dans le circuit lymphatique. Le thymus va décider, de par l'émotion, au niveau du diencéphale, de ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire va être transporté via le système lymphatique et les ganglions, et retour par la voie sanguine. Voilà, donc le thymus est bien le centre du quadriréacteur entre le diencéphale, les deux poumons et le cœur. Et le thymus est en relation avec tout le système lymphatique abdominal au niveau digestif. Puisque le système digestif est la partie d'alimentation qui fournit l'énergie alimentaire et véhiculée par le système lymphatique. Voilà pour résumer, je pense, l'ensemble de cet atelier sur le thymus.
D'autres questions, c'est bon? Oui, Gigi, il y a Anne dans le chat qui demande si Oui. le cobalt et le B12, c'est la même chose. Non. Et donc, toi, là, tu parlais bien pour les végétariens ou pour les végans d'un problème de cobalt. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle la vitamine D, B12, c'est la cobalamine, entre Et autres. pourtant, c'est pas la même chose. Alors, le cobalt le contenu dans la vitamine B12, la cobalamine, elle intervient sous forme de plasma et non pas sous forme Ton son est faible. Oui, la vitamine B12 s'appelle aussi la cobalamine, puisqu'elle est constituée effectivement de cobalt, entre autres. Et ce cobalt, il ne faut pas le confondre avec le cobalt matière dans ce qu'on appelle les bombes au cobalt pour irradier dans certains cancers. Il agit sous forme plasma, donc il n'a pas du tout la même nocivité. Il agit de par son émission d'ultraviolet. Donc, à travers la vitamine B12 est un agent de transport du plasma cobalt à travers la lumière intestinale. Où là, si vous voulez, l'intestin agit comme comme une cabine à rayon X à la douane. Donc, selon ce qui est nécessaire, la transmission de cette énergie magrave du cobalt se fait quasiment en une fraction de seconde. C'est très, très rapide. Et à ce moment-là, le cobalt en tant que matière, il est évacué par les selles. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Donc, pour résumer, la vitamine B12, ce n'est pas du cobalt à l'état pur. D'accord. Et Hein? comment on trouve le cobalt? Dans l'alimentation de la B12, justement, dans le foie, dans les foies animaux. On en trouve, sinon la B12, il y en a aussi dans les œufs, dans le soja. Anne dit qu'il y en a dans la chlorella. Oui, alors, oui, mais alors, ce que je voulais dire, c'est que par le cycle, végétaux, animaux et rejets animaux, c'est dans le sol, donc vous allez trouver, de par les déjections des animaux, vous allez retrouver du cobalt. Mais comme dans le monde occidental, les sols sont tellement épurés qu'on finit par avoir un manque de vitamine B12 dans les excréments animaux et dans les cultures végétales. C'est ça qu'il voulait dire. Donc effectivement, la B12, on va la trouver dans les carottes, etc., enfin dans certains végétaux, mais il y a comme une sorte d'appauvrissement en quantité de vitamine B12 dans le monde occidental. D'accord, merci. Et puis il y a Ursula qui dit que la chlorella est aussi vitale pour la détox des métaux lourds. Oui. C'est une question? Non, non, en fait, c'était une précision et j'ai trouvé intéressant, donc je l'ai lu. Alors, concernant les métaux lourds, il y a eu des recherches qui ont confirmé les données de médecine chinoise. C'est certainement le thé noir qui a le meilleur détoxinant en métaux lourds dans les aliments naturels. Donc, ça veut dire que pour les gens qui sont strictement végétariens et selon l'époque à laquelle ils ont été végétariens, ils peuvent être en carence de vitamine B12. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de cancer, effectivement, ils peuvent avoir un supplément de vitamine B12. Mais à partir du moment où il y a le cancer qui s'est déclenché, il vaut mieux éviter la vitamine B12 comme supplémentation. Et il faut s'adresser au thymus directement de façon à réorienter les cellules les cellules T, pardon, puisque ce sont elles qui vont permettre la myélinisation des neurones, des axones. Donc, vous savez que les nerfs sont composés de myéline, et donc s'il n'y a plus de myéline, vous n'avez plus de conduction nerveuse. D'où les scléroses latérales amyotrophiques. C'est une destruction de myéline pareil de la sclérose en plaques. Donc, le fait de réorienter les cellules B va permettre la reconstruction de la myéline et donc reconstruire par l'intermédiaire du cuivre la conduction du système nerveux. Et pour ça, il faut s'adresser directement au thymus.
Il faut trouver le moyen de réorienter ces cellules de façon à ce qu'elles reconstruisent le système nerveux. Autre question? Ça te va, Babette? Oui, ça me va. Bon. Un grand merci à tous les deux. Bon, donc on peut clore pour cette partie? Je pense, oui. Très bien. Eh bien, je clôt le débat.